deux partenaires associatifs qui sont le Mouvement d'Uni et Colossopie d'Argile. Et donc, Madame Karadec et Monsieur Bouel, si vous pouvez allumer vos caméras. Monsieur Bouel est donc, oui, effectivement, accompagné de son adjoint, Monsieur Latournerie. Voilà. Merci à tous. Donc, pour commencer cette table ronde avec vous, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et pourquoi votre structure s'est engagée sur la prévention des violences sexuelles, notamment intrafamiliales, et en quoi ce sujet est devenu une priorité pour vous? Peut-être, Monsieur Bois, je vois votre présentation qui est déjà affichée, donc je vous laisse commencer. Bien. Bonjour à toutes et tous et merci de nous laisser la possibilité de nous exprimer aujourd'hui dans cette conférence qui est fort intéressante, il faut le souligner. Donc, Colossopie d'Argile, on va rentrer dans le vif du sujet. Elle est née de mon histoire personnelle, dont moi j'étais violé de 11 ans et demi à 16 ans. J'ai pu garder le silence pendant 18 ans. J'ai déposé plainte suite à la libération de la parole d'un ami d'enfance qui était victime de ce même prédateur. Et du coup, je suis allé voir une troisième victime, puisqu'on était trois inséparables, pour lui expliquer ce qui était arrivé à Mathieu, ce qui m'était arrivé à moi et pourquoi pas à toi. Et effectivement, lui aussi avait été victime de ce prédateur. Donc, je dépose plainte, vont suivre mes deux compères, vont suivre après 4 années de procédure et un procès qui est arrivé aux assises à Mont-de-Marsan, où pendant ce procès, je vais faire 4 nuits blanches. Et c'est là où je vais réfléchir à comment aider les autres victimes et comment protéger les futures potentielles victimes qui sont nos enfants. Donc, à la base, je suis parti dans le milieu sportif parce que je suis un ancien rugbyman dans le sud. Ça s'entend peut-être que je viens des Landes avec mon accent, même si je la vois un peu enrayée aujourd'hui. Mais je suis parti dans le sportif parce qu'il se passait des choses. Et puis, j'étais parti pour faire des clubs de rugby les mercredis après-midi pour expliquer aux enfants que leur corps leur appartient, que si tu as un secret qui te rend malheureux, à qui le dire, hein. Donc, identifier ta personne de confiance au sein du club. Et surtout, ça pouvait arriver, même à un rugbyman, puisque j'en étais la preuve. Donc, la création de l'association Colossopie d'Argile en 2013. En 2014, une première fédération qui s'engage à nos côtés, celle de rugby. Ils ne savaient pas les gérer, ils nous ont fait après. En 2016, j'ai décidé de professionnaliser mon combat. Vous allez voir aujourd'hui le nombre de salariés que l'on est dans l'association. Jamais je n'aurais imaginé atteindre ce nombre de salariés en créant l'association. En mai 2018, une première ouverture d'antenne en Occitanie. En novembre 2018, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, me demande, dès qu'elle a pris ses fonctions, d'intervenir auprès d'elle pour expliquer, avoir un retour d'expérience, du coup. Et on a pu expliquer toutes les problématiques que l'on trouvait dans le champ sportif, notamment de ces acteurs qui, une fois purgé leur peine, revenaient dans le champ du sport. Une fois purgé leur peine, revenaient dans le champ sportif pour agresser de nouveau des enfants. Donc aujourd'hui, c'est 2 millions de bénévoles qui vont être filtrés. Et en 2020, on a eu l'obtention de la reconnaissance d'utilité publique. Donc, on intervient dans le champ sportif, dans les clubs, les ligues, les fédérations, avec 40 fédérations aujourd'hui qui sont conventionnées avec nous, plusieurs ministères, plusieurs territoires aussi, plusieurs villes. La ville de Paris vient de conventionner avec nous. Milieu sportif, éducatif dans les crêpes et les pôles espoirs, où on va axer nos interventions sur le bizutage, qui a souvent une connotation sexuelle, malheureusement. Et en milieu également, d'école, lycée et d'université, où on intervient dès le CM1, CM2, et après des réunions publiques. On est aussi organisme de formation, certificat IOPI depuis lundi. On forme les professionnels de l'enfance et donc on les forme sur le sujet des violences sexuelles. On a aussi un module de formation dédié à l'écoute et l'accueil de la parole de la victime, et une autre formation sur l'audition du mis en cause du témoin et du plaignant ou de la plaignante. On accompagne les victimes gratuitement avec un pôle psychologique et juridique. On a un conseil d'administration qui est constitué de 10 commissions. Tous sont pilotés par des professionnels dédiés à la commission.
donc psychique, juridique, financier, développement, institutionnel. Important que je vous montre aussi l'équipe parce que voilà, on est sur tout le territoire et je vais vous parler spécifiquement du PAV, du pôle d'accompagnement de victimes, qui est piloté par Violaine Chabardès, qui est un ancien commandant de la BPDJ de Lyon. Donc c'est entre 400 et 500 auditions par an qu'elle menait de mineurs victimes, et auteurs du coup. Et donc ce PAV ce PAV est accompagné donc de notre juriste et de notre psychologue et psychothérapeute. Et sur le territoire, donc, vous avez un salarié dans chacune des nouvelles régions et la Réunion. Donc, tous les salariés sont formés au sujet des violences sexuelles sur l'aspect juridique, sur l'aspect auteur et prédatrice, sur le volet aussi des victimes, bien sûr, et tous sont formés à l'audition, à l'écoute de la parole de la victime. C'est important de le signaler parce qu'il peut y avoir beaucoup de dysfonctionnements malheureusement suite à l'écoute de la parole de la victime. Donc voilà, les antennes que vous pouvez retrouver sur notre site qui est flambant neuf d'ailleurs. Chiffres en 2021, donc depuis janvier, nous en sommes à 685 interventions, dont 152 en milieu scolaire quand même. Et nous avons sensibilisé et formé 21, on est passé au-dessus de 22 000 aujourd'hui, personnes et 5 500 en milieu scolaire à peu près. L'accompagnement des victimes sur 2021, nous en sommes à 134 victimes reçues et sur l'aspect psychologique et juridique, à 146 accompagnements effectués. L'association, avec sa reconnaissance d'utilité publique, peut se porter partie civile, se constituer partie civile auprès de victimes, auprès de fédérations, auprès de clubs. Nous l'avons fait la première fois sur Toulouse avec un prédateur qui avait fait 23 victimes dans un club de foot. Le bilan, on en est à 8 ans de combat. On a sensibilisé plus de 220 000 enfants grâce au petit guide Écolos et reçu plus de 5 000 témoignages, dont un quart en milieu sportif. Et 2220 victimes ont été aidées et accompagnées. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que on se sert du sport comme de l'éducation pour libérer la parole de ces victimes qui sont majoritairement victimes intrafamiliales. Donc nos actions au sein de des clubs, au sein des écoles, va permettre de libérer, va favoriser la libération de la parole et donc va permettre à ces enfants de vivre apaisément comme je peux en être aujourd'hui. Voilà pour la première question. Merci, Monsieur Goel. Nous vous posons donc la même question à Mme Keradec. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, donc moi, je représente le Mouvement du Nid, qui est une association assez ancienne, qui a plus de 80 ans, qui est présente sur 27 départements et qui est animée par majoritairement des bénévoles, donc à peu près 400 bénévoles et 28 salariés. Donc nous, on agit contre les causes et les conséquences de la prostitution. Donc, si vous voyez là sur la présentation, il y a 6 grands domaines d'action. La première action du Mouvement du Nid, celle qui a été fondatrice et qui continue d'être probablement la plus importante, c'est celle de la rencontre des personnes en situation de prostitution, donc sur les lieux de prostitution, que ce soit en rue, sur Internet, dans les hôtels. De ça s'ensuit un accueil inconditionnel de toutes les personnes qui souhaitent être dans un cadre bienveillant, chaleureux, donc dans des permanences, et puis un accompagnement si elles le souhaitent vers là où elles le souhaitent, donc accompagnement à côté d'elles. Donc ce sont 14 000 visites dans nos locaux annuels et puis entre 1300 et 1400 personnes qui sont accompagnées globalement chaque année. Et puis, on agit, alors on essaye d'agir vraiment en tant que mouvement relais, de pas faire à la place du droit commun, mais de plutôt s'entourer de partenaires et de sensibiliser, voire de former les professionnels quels qu'ils soient. Donc c'est pour ça qu'on a une action de formation, parce que quand on oriente les personnes, on veut qu'elles soient accueillies de façon qualitative et bienveillante. Et donc on forme les acteurs du travail social, de la police, de la gendarmerie, de la justice, et puis aussi les professionnels de l'éducation, alors plutôt éducation spécialisée jusque-là. Et donc ensuite, on agit en direction de la société plus globalement, donc en prévention, je vais détailler un petit peu plus tard, donc je m'y arrête pas, en sensibilisation du grand public, donc ça va être des événements
locaux. C'est plusieurs centaines par an. Ça peut être des ciné-forums, mais ça peut aussi être des campagnes d'affichage ou des campagnes sur les réseaux sociaux. Et on a une chaîne YouTube aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien avec une campagne qui s'appelle Sex is Priceless, qui a eu beaucoup de vues et qui fonctionne vraiment bien sur YouTube et les réseaux sociaux. Et une dernière action de plaidoyer pour faire en sorte que les politiques publiques correspondent aux réalités du terrain que nous, on voit au quotidien. Donc sur notre action de prévention, donc là vous voyez les antennes du Mouvement d'Uni un peu partout en France. Toutes n'agissent pas en prévention, mais un grand nombre d'entre elles le font. On intervient sur 16 académies. Depuis, alors ça fait à peu près 30 ans qu'on intervient en prévention et notamment dans le cadre de l'éducation à la sexualité. On est agréé depuis 2012 par l'Éducation nationale. Donc 20 000 jeunes qui sont sensibilisés vraiment dans les établissements scolaires. Il y en a à peu près 5 000 supplémentaires dans d'autres cadres, dans des foyers de jeunes travailleurs, par exemple. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on intervient en prévention? Alors, évidemment, on agissait d'abord et en premier lieu auprès des victimes de la prostitution, mais assez vite, quand ça fait longtemps que vous intervenez et que vous voulez changer les choses dans la société, vous intervenez aussi en prévention pour éviter qu'il y ait plus de victimes à venir. Donc, d'où la prévention, évidemment, sur les situations de prostitution, la sensibilisation du grand public, et puis la formation et l'apport d'outils aux professionnels qui viennent compléter notre accompagnement au quotidien et qui visent à terme à ce que nous n'ayons plus besoin d'exister, ce qui est l'objectif de notre association, mais je crois qu'on va encore avoir un besoin de nous un petit peu. Donc là, sur le document que vous retrouverez, je crois, sur Eduscol, qui seront disponibles pour les participantes et participants. Vous voyez, il y a 3 liens, en fait. Donc, je vous ai mis un lien sur la campagne Sex is Priceless. Donc, il y a 3 films pour l'instant. Il y en a un 4e qui va sortir à la fin du mois. Une brochure qu'on vient de sortir qui a été réalisée avec le partenariat et le financement de la DGESCO sur la prostitution des mineurs à destination des professionnels de l'éducation. Et puis notre catalogue de formation, parce qu'on a une formation notamment sur la prostitution des mineurs qui est particulièrement destinée aux professionnels de l'éducation. Bien, alors pour la deuxième question, elle va s'adresser à Monsieur Bouel ou à Monsieur Latournerie pour Colosse au pied d'argile. Alors, votre association intervient notamment auprès de jeunes élèves en école primaire. Comment abordez-vous ce sujet avec eux? Pouvez-vous nous décrire votre protocole d'action pour ce niveau? Alors, toutes nos actions ont été construites avec des professionnels, des psychiatres, des psychologues. Il y a Muriel Salmona, que vous connaissez peut-être, de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Xavier Pomereau aussi, qui est psychiatre et spécialisé dans l'adolescence. Qui ont validé tous nos supports et toutes nos interventions. Ensuite, on s'est appuyé sur le circulaire de 2008 pour cadrer nos interventions. Et après, on y va avec des mots simples. On part toujours en école primaire, on va parler d'identifier tes parties intimes en premier. Qui a le droit de toucher tes parties intimes du moment que tu es autonome? Et ensuite, on va identifier aussi la personne de confiance si tu as un secret qui te rend malheureux, au sein de l'école, mais en dehors aussi. Tu peux dire un secret à ton ami, mais ton ami, il peut aller partager un secret, c'est ça, qui va t'aider. Et donc, les interventions, malheureusement, sont libératrices, ou heureusement, mais il n'y a pas eu une intervention en 8 ans où je n'ai pas eu de victime face à moi, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit en milieu sportif, que ce soit en école primaire, en collège, en lycée, en université, en formation. D'où l'importance d'intervenir dès le plus jeune âge pour plus vite la parole sera libérée, mais moins le traumatisme pourra s'installer chez la victime. Beaucoup d'entre elles ne reproduiront pas aussi les actes qu'elles ont subis, parce qu'il y a près de 40% des prédateurs ou prédatrices qui ont subi et qui reproduisent les actes qu'elles ont subis. Donc voilà comment on intervient en milieu scolaire. On est toujours accompagné de l'assistante sociale, de la psychologue, de l'infirmière lors de nos interventions, qui va prendre le relais après si on a des révélations par exemple, peut prendre le relais pour faire les signalements aussi. On va travailler en équipe et quand l'enfant va commencer à divulguer des actes qu'il a subis
en collectif, on va le stopper et on va le recevoir accompagné toujours du professionnel de l'éducation nationale pour qu'il ait un sas plus confidentiel pour libérer sa parole et partager avec nous son secret. Comme on dit. Je vais maintenant poser une question à Madame Caradec. Votre association est donc, comme vous l'avez présenté, en premier lieu spécialisée sur la question de la prostitution. Pour autant, c'est pour cela aussi qu'on vous fait intervenir aujourd'hui, lorsque vous intervenez auprès des élèves en école et aussi dans le second degré, vous abordez tous les champs de la sexualité, c'est-à-dire donc le vivre ensemble, l'égalité filles-garçons, le consentement, les conséquences des stéréotypes sexistes, la pornographie, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix d'approche? Alors nous, on intervient uniquement dans le second degré. Jusqu'à peu de temps, on n'intervenait qu'à partir de la 4e. On a de plus en plus de demandes pour intervenir dès la 6e. Mais pour l'instant, on n'intervient que en second degré. Donc nous, on a choisi d'intervenir dans le cadre de l'éducation à la sexualité, partant du constat que la prostitution fait partie du continuum des violences sexistes et sexuelles perpétrées à l'encontre des femmes. Donc prévenir la prostitution, pour nous, ne peut pas se faire sans une démarche globale de prévention qui va viser à agir sur les stéréotypes sexistes et toutes les formes de violence dans la relation affective. Et il y a un lien très fort que nous, on a constaté sur le terrain auprès des victimes de la prostitution entre les violences sexuelles intrafamiliales et toutes les autres formes de violence. Ça a été dit d'ailleurs cet après-midi à plusieurs reprises, y compris la prostitution. Aujourd'hui, on a quand même un déni, une euphémisation de ces violences qui s'effritent sur les violences intrafamiliales, mais on sait depuis longtemps que les violences intrafamiliales et l'inceste forment un vrai travail de sape sur les jeunes victimes et qui vont multiplier ensuite le risque des violences ultérieures. Sur la prostitution, par exemple, en 2012, déjà, l'Inspection générale des affaires sociales pointait qu'il fallait intervenir le plus rapidement possible en direction des enfants ayant subi des situations d'agression sexuelle ou de violence pour prévenir le développement d'une vulnérabilité qui pourrait conduire à ce qu'ils appellent, eux, des conduites à risque, incluant la prostitution. Il y a d'autres études récemment qui ont permis aussi de faire le lien, notamment celle de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis, qui a travaillé sur des dossiers de proxénétisme de mineurs qui étaient suivis par le tribunal de Bobigny et qui a montré que la majorité des mineurs prostitués et des jeunes proxénètes impliqués avaient subi des violences en amont. Et dans 80% des cas, il s'agissait de violences physiques ou sexuelles. La majorité d'entre eux, par ailleurs, avaient été co-victimes de violences conjugales plus jeunes. Donc, on voit bien le lien qu'il y a entre toutes ces violences, et notamment là, en l'occurrence, en ce qui me concerne, ce qui concerne le mouvement d'union, avec la prostitution. Donc, d'une manière générale, en dehors de ces situations un peu extrêmes, bien que quand même relativement courantes, on a vu les chiffres tout à l'heure, beaucoup d'adolescentes et d'adolescents vont manquer de modèles positifs et égalitaires pour façonner leurs relations affectives. Donc, ça va peser sur leur capacité à repérer des premiers signaux faibles qui peuvent indiquer qu'une relation n'est plus égalitaire mais devient toxique. La jalousie, la manipulation affective, le dénigrement, et c'est ces armes-là qui vont permettre à l'agresseur de fragiliser la victime et d'arriver sur des violences qui sont plus évidentes pour tout le monde, les coups, les menaces. Donc nous, en fait, en déconstruisant les stéréotypes sexistes, en travaillant sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la notion de consentement, en amenant les jeunes à réfléchir sur ce qui est épanouissant pour eux dans une relation affective et dans une relation sexuelle, ce qui leur apporte du bonheur, on travaille à éviter des situations de violence et parmi elles, la prostitution, que ce soit pour des victimes ou des auteurs potentiels d'ailleurs, parce que ça on l'a toujours en tête en intervention, on travaille dans les deux sens. Et les personnes victimes de la prostitution qui sont dans une immense majorité des femmes, les clients étant dans une immense majorité des hommes, les personnes victimes de la prostitution étant dans une immense majorité d'entre elles des personnes issues de l'immigration et d'une grande précarité. Donc, vous voyez bien le cumul des dominations et des discriminations qu'elles subissent. Nous, notre démarche globale, elle s'appuie sur l'ambition qu'une relation égalitaire dans une relation affective et sexuelle se préoccupera du consentement et du désir même de l'autre, et donc que le recours à la prostitution ne sera pas possible. Donc, c'est pour ça que nous, vraiment, on intègre toutes ces notions-là, parce que dans une société égalitaire, dans une relation égalitaire, pour nous, la prostitution sera forcément évitée.
Donc, c'est ce pari qu'on fait en adoptant cette démarche d'éducation à la sexualité. Très bien, merci beaucoup. Comme ça, on cerne mieux vos deux approches. Alors, pour nos deux intervenants. Comme la circulaire relative à l'éducation à la sexualité de 2018 le rappelle, les interventions organisées avec des partenaires extérieurs en milieu scolaire doivent être construites avec les personnels de l'école ou de l'établissement afin d'assurer la continuité de la relation éducative, l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des actions. Donc, comment organisez-vous cette co-construction et notamment les liens avec les enseignements et le projet d'école ou d'établissement? Peut-être Monsieur Bouet, si vous voulez commencer. Merci Sébastien, du coup je vais prendre le relais. Effectivement, sur cette question-là, alors nous le schéma il est assez systématique sur les établissements sur lesquels on intervient, alors à l'initiative soit des chefs d'établissement directement, soit des collectivités territoriales, des ordonnateurs qui sollicitent les établissements ou qui, en lien avec les établissements, nous font intervenir. Eh bien, nous, de notre côté, notre intervention, elle est prévue, elle est sollicitée, même si on n'a pas la main forcément sur l'ensemble du programme et du plan de l'établissement. Mais nous, on rappelle la nécessité, effectivement, d'intégrer notre venue dans un dispositif, dans un programme, dans des enseignements plus larges. Ça veut dire que on sollicite systématiquement en amont d'intervenir, au-delà d'un prestataire qui viendrait réaliser son intervention et repartir. On essaie vraiment d'être soucieux de la continuité du plan et de la co-construction par les échanges entre partenaires. Ça veut dire que ça nous permet d'identifier si d'autres structures sont intervenues auprès de ces élèves-là, d'autres intervenants extérieurs peut-être, avec d'autres compétences sur d'autres sujets, ou si certains sujets un peu similaires ou dans la continuité ont été abordés, pour vraiment nous inscrire dans une forme de continuité. Ensuite, l'établissement qui nous sollicite, il fait preuve d'une forme de délégation, à un moment donné, d'un message à faire passer auprès de nous, par notre intermédiaire, je vais dire, une délégation qui peut être plus ou moins totale ou partielle, en fonction effectivement de ce qu'ils ont développé. Certains ont développé beaucoup d'actions avec un vrai programme détaillé, et d'autres des choses assez maigres, et c'est une première. Donc quoi qu'il en soit, nous en tout cas, on essaie vraiment d'avoir une vision globale par rapport à ces interventions. Ensuite, cette question de la continuité, du bilan, de l'accompagnement, mais pour nous c'est systématique aussi. À la fin de l'intervention, à la fin de la semaine d'intervention, du dispositif qui a été mis en place, il y a systématiquement une évaluation bilan collective avec les personnels de l'établissement, les personnels les plus compétents, notamment sur ces questions sexuelles et affectives. Et derrière, on donne suite aux situations qu'on a décidé collectivement, qui va peut-être d'une vigilance apportée à certains élèves, donc à l'accompagnement par le biais de l'établissement et des personnels de l'éducation nationale, et sinon parfois sur des faits de signalement ou d'informations préoccupantes à destination des structures. On va prendre aussi nous en charge, conjointement avec l'établissement, peut-être certaines actions qui vont être prises en charge par nos salariés et nos compétences, c'est-à-dire notamment l'accompagnement des victimes, de leurs familles, sur le plan judiciaire ou sur le plan psychologique, mais évidemment toujours en lien avec l'établissement. Voilà. Donc il y a une vraie continuité qui est faite pour suivre l'établissement, suivre les individus, mais aussi l'établissement en tant que tel, voilà, la structure, dans la durée, ce qui nous conduit aussi à avoir bien souvent des plans pluriannuels d'intervention, c'est la volonté des établissements. C'est pourquoi, par exemple, pour être intervenu dans un établissement l'an dernier, ce même établissement m'a sollicité avant-hier pour des conseils, pour faire suite à une situation qui est délicate, et ils savent ils savent qu'ils ont notre oreille, qu'ils ont notre disponibilité, parce qu'on est autrement qu'un simple prestataire qui vient réaliser une action un jour. On est un vrai partenaire qui a une continuité auprès d'eux, comme peut le faire le 119 par exemple. Je peux juste rajouter, il y a des départements comme le département des Landes qui a financé une tournée sur tous les 6e dans tous les collèges landais où on intervenait donc à deux pour faire, en gros on a fait près de 40 interventions pour plus de 1500 élèves sensibilisés. Pardon. Madame Karadec. Alors nous on intervient, on essaye de
travailler un maximum avec les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté. On en retrouve davantage en collège qu'en lycée, actifs sur ces sujets-là. C'est en tout cas sur les territoires sur lesquels on intervient. Et on apprécie particulièrement ce cadre parce que ça nous permet de travailler avec l'ensemble de l'équipe éducative. Voilà, mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible. Donc, en général, il y a une personne de l'établissement qui va nous solliciter. Ça va être le ou la référente égalité, le ou la CPE, l'infirmier ou l'infirmière. Et dans tous les cas, on demande à pouvoir intervenir en amont devant l'ensemble de l'équipe éducative pour pouvoir présenter nos outils, pouvoir adapter l'intervention aussi aux besoins d'établissement en fonction de ce qui a pu être constaté, des sujets qui semblent les plus prégnants chez les jeunes et ce que l'équipe a envie de travailler. Et puis aussi parce que on privilégie toujours une intervention qui s'inscrit dans un cadre où il y a un travail en amont, un travail en aval. Avec le temps, on intervient de plus en plus, la plupart du temps, dans des collèges qui refont appel à nous d'une année sur l'autre, ou des lycées qui font appel à nous d'une année sur l'autre, et qui en fait vont inscrire notre intervention soit dans le cadre sur l'ensemble du cursus dans l'établissement de la 6e à la 3e, de la seconde à la terminale, avec différents intervenants tout au long de la scolarité. Donc, nous, en général, on intervient plutôt sur les classes les plus grandes en collège, par exemple, et donc souvent le planning familial ou d'autres structures sont intervenues pour parler d'autres sujets qui sont fondamentaux sur l'éducation à la sexualité, ce qui nous permet, nous, de nous concentrer sur d'autres sujets qui sont aussi plus adaptés parfois à l'âge des élèves. Et puis sinon, il peut aussi être demandé à ce qu'on intervienne plusieurs années dans la scolarité en abordant des thématiques différentes. Donc, nous, on le privilégie vraiment beaucoup. C'est pas toujours possible, mais j'ai l'impression que ça se généralise quand même. On a de plus en plus de facilité à inscrire ça dans des projets avec l'établissement plutôt que d'intervenir en one shot et puis on s'en va, quoi. Merci à vous deux pour ces précisions sur votre façon de co-construire qui, comme vous l'avez rappelé, est essentielle pour assurer la continuité de la relation éducative, l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des actions en direction des élèves. Ma prochaine question s'adresse à nouveau à vous trois. Si les séances d'éducation à la sexualité ont pour objectif premier d'être des actions éducatives, les sujets abordés peuvent parfois favoriser la libération de la parole des élèves victimes de violences ou le repérage de signaux d'alerte par les intervenants. Le cas échéant, comment est-ce que vous gérez ces situations avec les personnels de l'école ou de l'établissement? Peut-être Monsieur Latournerie ou Monsieur Boel, je vous laisse répondre en premier. Oui, alors, on a un peu déjà répondu à la question, pardon, hein, mais effectivement, du moment qu'on intervient, on ne peut pas se contenter que de parler que de violences sexuelles. Donc on va parler du harcèlement, on va parler aussi de tout ce les problématiques qu'on peut retrouver sur le numérique. Et malheureusement, du moment qu'un enfant a été équipé d'un portable, quand on pose la question en 6e, c'est 3/4 de la classe qui lève le doigt à la question combien d'entre vous ont déjà reçu le sexe en photo d'une personne que vous connaissez pas. À partir de 5e, c'est la totalité de la classe qui a reçu un sexe en photo. Donc c'est considéré comme une violence sexuelle aussi. Donc quand on intervient, donc effectivement, c'est un pendant, je dirais, de l'éducation à la sexualité, parce que connaître ses parties intimes, ça fait partie de l'éducation à la sexualité, le respect du corps, la notion d'intimité, le respect de soi et des autres par le consentement, avec une vidéo que je vous conseille d'ailleurs, la tasse de thé que vous connaissez peut-être, une vidéo anglaise, et le droit à la sécurité et à la protection, donc tous les critères que l'on retrouve dans votre circulaire. Donc quand on reçoit la parole, après, on fait un travail pluridisciplinaire avec des professionnels, que ce soit sur le volet psychologique, juridique, toujours avec un personnel de l'éducation nationale et de la DSDEN, mais on repart pas d'un établissement sans avoir fait un point pluridisciplinaire, du coup, avec les personnes qui nous ont fait intervenir sur chaque situation qui nous ont été révélées, ou les signaux qu'on a
des signaux faibles ou forts des fois qu'on a identifiés dans la classe par rapport à la communication non verbale d'un élève. Donc voilà en gros comment on fonctionne. Peut-être que Simon a quelque chose à rajouter, mais je crois qu'on avait déjà répondu un peu en avant. Merci. Merci. Merci à vous, Madame Caradec. Je vous laisse répondre. Alors, nous, au départ, on pose toujours un cadre avec le groupe en disant que ce qui est dit au sein de ce groupe sur ce temps reste dans le groupe, mais qu'en revanche, on ne garantit pas de secret en cas si un sujet, une question révèle une mise en danger. Donc ça, on est très clair avec le groupe dès le départ. On indique aussi qu'on reste disponible après la séance pour échanger avec celles et ceux qui le souhaiteraient dans un cadre plus individuel. Et on demande toujours à ce qu'il y ait quelqu'un de l'établissement qui soit présent pendant nos interventions. Donc, nous, on intervient toujours au moins à 2, plus la personne de l'établissement. À 2 parce que s'il y a une révélation à un moment donné ou s'il y a des pleurs, des émotions fortes qui ressortent, ça nous permet de prendre la personne à part et de pouvoir sortir de la classe et de pouvoir avoir un temps un peu plus tranquille avec le jeune, la jeune qui exprime des émotions fortes. Et puis toujours avec une personne de l'établissement parce que on débriefe toujours avec elle après l'intervention pour qu'il y ait un suivi, pour le moins. S'il y a eu des signaux d'alerte, pareil, des choses qui nous ont un peu interpellés dans les prises de parole des jeunes, pour qu'il y ait un suivi au sein de l'établissement, et puis voir un signalement quand il y a une révélation qui est faite et que l'élève concerné puisse être accompagné. Nous, on n'est pas compétents pour accompagner des mineurs en tant que au mouvement d'UNI. En revanche, on peut faire des co-accompagnements avec l'ASE ou la PJJ à leur demande. Donc voilà, après on peut aussi retrouver éventuellement quand il s'agit d'une situation de prostitution, mais dans la plupart des cas, il s'agit pas de ça et donc on s'attache à ce que la démarche elle soit faite par l'établissement et quand on quitte l'établissement, que la chose soit prise en charge. Merci beaucoup pour ces précisions et effectivement c'est important d'avoir pris ce temps de préciser les liens avec les personnels de l'éducation nationale puisque vous intervenez dans ce cadre-là. Alors, une dernière question à tous les trois. Quel lien faites-vous entre la prévention des violences sexuelles et l'éducation à la sexualité ? Et une dernière question, parce qu'elle est apparue dans le chat et donc je me permets de vous la relayer, Monsieur Bouel. Par rapport à vos formations, il y a une question sur si elles étaient gratuites ou payantes. Voilà. Tout est tarifé. On a 21 salariés, donc nos interventions, toutes nos interventions sont tarifées, même si on préférerait avoir la gratuité, mais on a pas mal de partenaires qui financent nos actions. En revanche, cette tarification, elle permet aussi de prendre en charge les victimes gratuitement, les structures gratuitement, victimes et victimes collatérales, sur le plan psychologique et juridique, judiciaire. Donc, cet accompagnement pour qu'il soit gratuit, pour que ce socle-là il soit gratuit, il faut effectivement que l'on rentre quelques ressources. Ouais. Caradec, peut-être vous voulez répondre à la question sur le lien entre prévention des violences sexuelles et éducation à la sexualité. Ouais, je pense qu'à la fin de la journée, on voit bien le lien quand même entre les deux. Pour prévenir les violences sexuelles, il faut savoir nommer ces violences, il faut savoir les identifier, il faut savoir comprendre le fonctionnement, la construction, savoir comment s'en défendre, s'en préserver et pas les perpétrer. Donc pour ça, il faut travailler sur l'approche globale qui est l'éducation à la sexualité, qui comporte les 3 champs que nous on a en tête sur les compétences biologiques, psycho-émotionnelles et juridiques et sociales. Donc nous on intervient principalement sur le psycho-émotionnel, l'estime de soi, la confiance en soi, la relation aux autres, les émotions, les sentiments, les compétences psychosociales, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, et sur le juridique et social, je l'ai dit tout à l'heure, les stéréotypes de sexe, la connaissance des phénomènes de discrimination, le sexisme, la LGBT-phobie, le harcèlement, la responsabilité, la liberté, la notion de consentement, voire de désir, la sensibilisation sur les réseaux sociaux, et puis aussi la question de la législation. Pour nous, c'est vraiment important de parler aussi des lois,
pour faire connaître aux jeunes les règles que la société dans laquelle ils évoluent s'est choisie et en matière de violences sexistes et sexuelles. Donc pour nous, c'est vraiment grâce à l'éducation à la sexualité que les jeunes vont pouvoir identifier les mécanismes d'emprise, la stratégie de l'agresseur, leurs envies propres, comment les exprimer, les règles que la société s'est fixées, leurs droits, et puis les relais et recours qu'ils peuvent trouver s'ils sont dans une situation de violence eux-mêmes. Et donc, en faisant tout ça, on prévient les violences sexuelles et sexistes. J'ai essayé de répondre à cette question, mais en fait, le lien me paraissait tellement évident que c'est pas évident de répondre. Non, mais c'était très clair. Donc, je vous remercie à nouveau d'avoir accepté d'intervenir. Et puis, nous allons passer maintenant à la conclusion.